Salut Booktube! Avril a été un mois de lecture compliqué s'il en est, puisque je pense que c'est mon pire mois de lecture depuis que j'ai créé cette chaîne Booktube. Pas en termes de quantité, mais en termes d'appréciation de mes lectures, puisque j'ai eu 3 livres que j'ai abandonnés en cours de route. Ça m'arrive pas tant que ça m'arrive de temps en temps, mais 3 en une même semaine, ça commençait à faire un petit peu beaucoup. Heureusement, j'ai lu d'autres lectures qui étaient bien, très bien, voire même des coups de cœur, puisque j'ai un coup de cœur en réalité. Et du coup, je pense que je vais diviser cette vidéo en 2 parties, avec celle que vous attendez évidemment, celle qui est là aujourd'hui, c'est la vidéo de la rage, pour changer. Et une autre vidéo plus positive avec mes lectures que j'ai aimées dans ce mois d'avril. Mais je sais bien que si vous êtes là, si vous me regardez, si vous me suivez, c'est parce que vous aimez me voir rager sur mes lectures. Donc on va commencer par le moins bien. C'est aussi parce que je filme ces 2 vidéos coup sur coup et que je n'ai pas envie de rester sur une mauvaise impression de rage. Donc je préfère commencer par le négatif pour après aller sur du positif et me rappeler de mon coup de cœur pour le reste de ma journée. En réalité, je vous mens un petit peu puisque je ne vais pas commencer par une mauvaise lecture. Au contraire, c'était plutôt une bonne lecture, mais j'ai assez de choses à dire dans la deuxième vidéo sur les lectures d'avril, donc je voulais la mettre plutôt ici, même si j'aurais pas mal de choses à dire quand même. Mais il s'agit de l'Exploralive anglophone de ce mois, qui est une lecture plutôt bonne, mais sans plus. C'est pour ça que je trouvais qu'elle allait plutôt dans cette vidéo, peut-être un peu moins positive, on va dire. Mais c'était vraiment pas une mauvaise lecture du tout. Et il s'agit de The Drowned Wood de Emily Lloyd Jones. N'a pas été traduit en français pour le moment en tout cas, et que nous avons déjà discuté en live avec Lucie et Pénélope, et du coup je vous laisse évidemment le lien du live dans le petit i description, tout ça pour avoir nos avis. Globalement on était plutôt d'accord, on a globalement plutôt bien apprécié cette lecture qui honnêtement avait plein de qualités, c'était pas quelque chose d'incroyable, mais honnêtement elle ne faisait rien forcément mal, c'est juste que voilà, ce n'était pas incroyable. Je pense que pour des personnes qui commencent dans du YA, qui n'ont pas beaucoup lu ce genre d'histoire, franchement ça peut être même une très très bonne lecture. Malheureusement nous on a comparé à des choses qui étaient vraiment très très bien, et donc forcément ça pallie un peu en comparaison. Mais vraiment je n'ai pas grand chose à en dire. Dans The Drowned Wood, on va suivre le personnage de Mer qui est une magicienne entre guillemets qui peut contrôler en fait l'eau, et les personnes qui possèdent une forme de magie sont assez rares dans ce monde là, et donc elle est repérée par le prince du royaume et elle est un peu séquestrée et c'est sa propriété. Elle s'échappe à un moment et on la suit alors qu'elle est en fuite. Et à ce moment-là, elle va se faire retrouver par l'espion attitré du prince qui lui dit qu'en fait, il veut trahir le prince, en fait, il veut affaiblir le prince. Et que pour ça, ils doivent trouver un puits magique qui est ce qui offre à la ville du prince ses plus grandes défenses, etc. Et donc en affaiblissant ce puits, on pourra affaiblir le prince. Et du coup, ils vont devoir s'entourer de plusieurs personnes pour faire cette heist, ce cambriolage entre guillemets. Comme je l'ai dit en fait, il fait tout de façon plutôt bonne, de façon plutôt correcte. Et surtout, c'est très bien fait je trouve dans sa taille, puisque c'est un one shot, donc c'est un livre qui est terminé et qui fait 380 pages à peu près. Donc franchement c'est assez court pour un livre de fantasy, et dans ce nombre de pages là, en fait tout ce qu'il fait, il le fait plutôt très bien. C'est juste que voilà, pour moi j'en avais besoin d'un peu plus, j'avais envie d'un peu plus d'approfondissement pour beaucoup de choses, et c'est pour ça que je n'ai pas aimé tant que ça, même si ça reste un truc comme je l'ai dit très qualitatif en fait. Les personnages, on a surtout 2 personnages principaux, on a Mer et on a un autre monsieur qui arrive par la suite, qui va rejoindre assez tôt leur mésaventure.
Et donc ce sont les deux personnages principaux qui sont quand même très bien développés, qui ont une personnalité assez complexe, des états d'âme aussi qui vont être assez intéressants et qui, encore une fois, sont très bien développés. C'est des dynamiques, des relations qui sont très pertinentes et on a aussi quelques flashbacks qui viennent enrichir le récit et enrichir leur histoire personnelle. Et donc ces deux protagonistes, je trouve qu'ils sont très bien faits, ils ont tous un vrai passé, une histoire qui est très riche et qui vient influencer tout ce qu'ils font. Leurs réactions sont très rationnelles, sont très logiques. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé les personnages. Dans aussi peu de pages développées comme ça, deux personnages, c'est déjà très bien, donc c'est logique que le reste des personnages reste un petit peu en retrait. C'est un petit peu dommage pour une certaine partie de la fin où il y a des choses qu'on ne pouvait pas trop voir venir dans les retournements de situation, mais globalement c'est totalement compréhensible vu le nombre de pages qu'il y avait et j'ai trouvé que les personnages étaient très bien faits. Au niveau de l'histoire, donc je vous l'ai dit, c'est une heist, donc c'est une histoire assez classique finalement, mais j'ai beaucoup aimé la fin, je ne vais pas spoiler, mais il y a quelque chose de très intéressant et qui change beaucoup. C'est un petit peu dommage qu'on ne sente pas ce truc très pertinent, très intéressant dès le début finalement, qu'on n'ait pas assez d'indices en fait pour nous permettre de voir cette fin arriver. Et du coup, comme il y a un bon retournement de situation et des choses à déjouer à la fin, et ben en fait du coup ça va un petit peu vite. C'est peut-être mon gros problème avec ce livre, c'est que ça paraissait trop facile. On nous dit que c'est un truc impossible à faire, que tout le monde essaye depuis longtemps et qu'il n'y arrive pas. Et en fait c'est pas très compliqué quand ils y sont. Évidemment le but d'une heist c'est de réussir à le faire. C'est pas un spoil de dire que probablement ils réussissent, mais c'est vraiment pas finalement la finalité, beaucoup trop de finale. C'est pas la finalité de cette histoire, mais il faut savoir qu'à partir des 2/3, vraiment, il y a quelque chose de très intéressant et que j'ai trouvé original. Pour le coup, c'est juste dommage que ça arrive aussi tard, forcément. Dans le livre, on a très peu de world building, très peu de développement de l'univers, du système de magie, etc. Mais en fait, j'ai trouvé que pour le coup c'était bien fait parce que on avait cette impression d'une autrice en contrôle, on a cette impression qu'elle n'avait pas plus de temps à allouer à cet univers, mais qu'en fait on a un univers qui existe vraiment. On a assez de détails parsemés ici et là pour avoir cette impression d'un univers qui vit au-delà de leur histoire à eux, au-delà de tout ce qu'ils voient, de tout ce qu'ils pensent et de toute leur histoire en tant que telle. Et on a vraiment des petits éléments qui sont distillés pour nous montrer ok, il y a des gens qui vivent dans ce monde-là et qu'on ne voit pas. Et c'est parfois le problème quand on a des univers qui sont peu développés. Donc j'ai trouvé ça très bien. En gros, comme je l'avais dit en introduction, il fait tout plutôt très bien. Ça n'a pas été une méga bonne lecture, c'est des choses assez classiques qu'on a déjà vues, mais comme je l'ai dit, pour des un peu débutants, débutantes en YA ou qui n'ont pas trop lu ce genre de heist, ce genre de groupe qui va se former à un but plus grand qu'eux, bah ça peut être une très bonne introduction. L'anglais est très accessible, je lui ai mis la note de 2/5 pour l'anglais et pour le livre de façon globale je lui ai mis 3/5. Maintenant on va attaquer le premier livre que je n'ai pas terminé. Et pour le coup ça va être un livre où vraiment je ne vais pas rager puisque je pense que c'est vraiment moi le problème pour le coup. Il s'agit du tome 2 de Murderbot Diaries de Martha Wells qui est une série de novellas, plutôt des novellas parce que le tome 5 est un vrai livre je crois. J'avais été un petit peu mitigée dans mon avis sur le tome 1 et en fait ça s'est concrétisé dans le tome 2 et au point où je n'ai même pas terminé la novella, donc c'est dire que vraiment j'ai pas aimé. Et c'est même pas tant que j'ai pas aimé, c'est je pense que j'étais incapable d'adhérer au postulat de base en fait. Et c'est un peu ce qui a posé problème et je me suis dit que en fait si j'arrive pas à adhérer au postulat de base ça servait à rien que je m'acharne, dans tous les cas j'aimerais pas. Donc c'était ça le problème. Je reconnais les qualités intrinsèques au livre, je trouve que c'est plutôt bien écrit, on a un humour qui fonctionne plutôt bien. Mais j'avais des problèmes existentiels avec ce livre et qui fait que c'est pas forcément la vision que j'ai d'un récit sur les intelligences artificielles. J'ai pas forcément apprécié le personnage de Murderbot
pour des raisons très spécifiques, c'est-à-dire que j'aime bien l'idée du personnage, mais j'ai un peu de mal avec la façon dont il est traité, et parce que j'ai un peu l'impression que c'est pour rire de lui et pas rire avec lui, si ça a du sens. J'ai un peu l'impression, et c'est ce que j'ai retrouvé dans beaucoup d'avis, que les gens en fait rigolent beaucoup dans ce livre. J'avais déjà dit dans le tome 1 que moi j'avais pas trouvé ça particulièrement drôle et que j'avais l'impression que c'était juste une personne lambda finalement, ce qui est un peu gênant aussi pour une IA parce que pour moi ça perdait le côté intéressant. Mais du coup j'avais un peu l'impression que l'humour venait aux dépens de Murderbot, venait de ses caractéristiques un peu plus bizarres entre guillemets. Le problème c'est que je me reconnais beaucoup dans le personnage de Murderbot et du coup j'avais un peu l'impression qu'on essaye de se moquer de moi. Je pense pas que ce soit volontaire déjà de la part de l'autrice, je pense pas que ce soit ressenti comme tel par beaucoup de lectrices, mais j'avais cette impression subjective et je me suis un petit peu sentie blessée parfois par ce livre et c'est pour ça que j'ai préféré l'arrêter. Je sais pas si celles et ceux qui l'ont lu, vous comprenez un petit peu d'où vient ce ressenti. N'hésitez pas à me le partager en commentaire parce que voilà, c'est vraiment, encore une fois, je reconnais les qualités intrinsèques du livre. C'est juste que j'ai trop de caractéristiques personnelles avec ce livre qui font que ça ne peut pas passer avec moi, mais c'est pas du tout un mauvais livre. Si la saga vous intéresse, lisez-la, vraiment elle est très bien, il y a énormément de gens qui l'aiment, c'était juste pas pour moi. Ensuite, je vais vous parler d'une duologie complète qui est la duologie que l'on a lue pour Exploralivre francophone en mars et avril. Donc vous avez déjà entendu passer nos avis avec Lucie et Pénélope sur la première partie. Mais je vais parler de L'épée, la famine et la peste, de la duologie de Aurélie Wallenstein qui est parue chez Scrinéo avec quelques mois d'intervalle. Il y a eu 3 ou 4 mois entre la sortie du tome 1 et du tome 2. C'est important pour la suite, vous verrez pourquoi. J'ai lu pas mal de livres d'Aurélie Wallenstein, déjà, j'apprécie beaucoup ses textes. Je trouve qu'elle a des concepts incroyablement intéressants à chaque fois. Il me reste encore quelques livres d'elle à lire. J'ai beaucoup aimé Le Dieu Oiseau et Le Roi des Fauves, que j'avais trouvé extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. J'avais un peu moins aimé Mère Morte, même si la thématique était hyper intéressante et ça abordait des sujets essentiels. C'est une autrice qui a une très belle plume, qui a une très belle façon d'écrire, avec des textes qui se lisent tout seuls, avec une recherche dans le vocabulaire qui est assez incroyable. Donc c'est une autrice que j'aime particulièrement. Et j'ai, comme je l'ai dit, encore des livres d'elle dans ma palle, donc je vais la relire probablement. Et cet avis n'engage pas la totalité des œuvres de l'autrice, c'est juste un avis sur cette duologie en particulier. On va suivre dans le premier tome 3 personnages avec des trajectoires un petit peu différentes. On est dans un monde qui a été dévasté par des araignées et des araignées qui vont avoir des sortes de pouvoirs un petit peu particuliers. Elles peuvent rendre les femmes un petit peu sorcières, c'est ce qu'on appelle des tarentas ou tarantas, je ne sais pas exactement, et certains hommes qui deviennent des clercs et ils vont faire partie d'une inquisition qui a pour but de chasser les tarantas et de trouver la mère entre guillemets des tarantas pour la tuer. On va suivre du coup Erin qui est, suite à un événement, accusée d'être une taranta et qui va se faire emprisonner. On va également suivre Sullivan qui est un ancien membre de l'Inquisition qui a combattu dans leur guerre de religion entre guillemets et qui s'est retrouvé un petit peu mis de côté après et qui maintenant vit sans le sou et arpente les routes comme ça. Et on va suivre également Cillian, un jeune pas trop apprécié par les autres de son village parce qu'il le pense stupide, etc. et qui a vécu pas mal de sa vie un petit peu isolé dans la forêt et donc qui n'est pas très à l'aise avec les gens de façon générale. Et il va se retrouver un moment à mettre un casque de loup et à se retrouver hanté par un loup et devenir un petit peu une forme de loup-garou, etc. On va suivre ces 3 personnages alors que leurs histoires vont se rassembler et qu'ils vont aller vers un but commun. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. J'ai trouvé que l'histoire en elle-même était assez classique déjà et assez mal amenée. J'ai trouvé qu'on avait une histoire en fait de quête avec un voyage
donc somme toute très classique, et que c'était pas forcément très bien fait parce qu'on avait des gros problèmes de rythme. En fait, notamment dans le premier tome a un rythme qui est complètement erratique, c'est-à-dire que des fois il va se passer un truc énorme, genre à la bonne moitié du bouquin il se passe un gros truc, après on retombe, on repart dans le voyage où on va suivre la marche pendant des années et des années. Bon, c'est pas des années hein, dans le livre, mais ça se ressent un peu comme ça quand on lit. Et du coup, on va suivre ça, donc ça retombe complètement. Après, on a un gros moment très explosif aux 3/4 du livre, donc c'est censé être un peu le climax. Et après, on retombe encore plus bas dans un truc où il ne se passe rien en fait pendant 50 pages. Et du coup, on est un peu en mode, mais en fait, c'est la fin du roman. C'est bizarre parce qu'on est censé avoir un climax, on est censé avoir tout ça, et avec les filles, quand on a lu le premier tome, on s'est dit mais si ça se trouve en fait c'était juste que ça devait être un tome complet et que ça a été découpé un peu au milieu en mode on sait pas trop quoi. Du coup ça nous a vraiment dérangé, je trouve que le rythme est vraiment pas très bien géré. Je pense aussi que le format de duologie, qui est la première fois qu'Aurélie Wallenstein fait ça, le format de duologie n'était pas forcément adapté à cette histoire. Une fois qu'on commence le tome 2, on comprend parce que on suit pas forcément les mêmes personnages et on a des points de vue un petit peu différents, donc ça a finalement du sens, mais au final, est-ce que ça en a vraiment? C'est difficile à dire, même après avoir lu le tome 1 et demi, on va dire, je me suis arrêtée à peu près à la moitié du tome 2. Et donc on a vraiment ces problèmes de rythme dans une histoire qui est en fait assez classique et j'ai vraiment pas grand chose à en dire de l'histoire. C'est un petit peu secondaire aux histoires des personnages parce que Aurélie Wallenstein fait toujours des histoires très basées sur les personnages avec des intrigues de base pas forcément hyper développées, mais quand les personnages fonctionnent très bien, ça fonctionne très bien en fait. Le problème là, c'est que les personnages ne fonctionnent pas à mon sens, ils ne sont pas très intéressants et surtout on en suit trop. Parce qu'on va suivre dans le premier tome 3 personnages différents, 3 protagonistes, donc on a les 3 points de vue différents. Et dans le deuxième tome, on va suivre d'autres personnages. Donc en fait, au final, ça fait 5 protagonistes en tout. Pour 2 tomes, en tout, ça fait 800 pages à peu près. On va suivre 5 protagonistes et je pense qu'Aurélie Wallenstein est bien meilleure quand elle suit un seul point de vue pour le développer au maximum. Là, les personnages m'ont paru un peu froids, un peu fades. On avait du mal à connecter avec eux, c'est toujours des personnages qui sont très gris, qui ont des moralités assez discutables on va dire, et vraiment je n'ai pas réussi à m'impliquer dans leur intrigue. Sullivan est quelqu'un d'absolument détestable sur tous les plans, Cillian est juste chiant, je suis désolée de le dire, Erin c'était un petit peu mieux, et le deuxième tome promettait d'être un peu plus intéressant, un peu plus pertinent par rapport à ce qu'on avait vu avant. Sauf que malheureusement, je ne l'ai pas ressenti comme ça parce que je n'arrivais pas à connecter avec les personnages, je n'arrivais pas à m'investir, j'avais l'impression d'être toujours à l'extérieur de l'histoire et j'avais l'impression de ne pas réussir à rentrer dedans et à m'impliquer dans ces personnages et c'est vraiment ça moi qui m'a dérangée. Je pense que savoir pourquoi et on va en reparler après, notamment pour la deuxième partie de la duologie. Mais vraiment, je n'ai pas réussi, j'ai trouvé qu'on connectait peu avec les personnages. Au pire, ils nous énervaient beaucoup et on les détestait et pas en bien. Et au mieux, on s'en battait les steaks. Surtout qu'avec le rythme, on s'implique pas trop dans l'histoire non plus. Et j'ai l'habitude qu'Aurélie Wallenstein nous implique beaucoup plus dans ses personnages et dans ses histoires. Donc là, ça fait vraiment une douche froide. Ensuite, je vais parler de l'univers qui était un des gros points de vente de ce livre, puisque ça a été vendu comme de la grimdark, comme un truc très sombre du coup. Et en fait, bah pas du tout quoi. Moi, j'ai pas trouvé ça sombre du tout. Un univers avec des araignées, c'est plutôt un univers avec des toiles d'araignées et pas beaucoup d'araignées finalement, parce que je pense que dans toute la duologie, j'ai dû en voir 5 d'araignées et des petites en plus. Donc vraiment j'ai pas senti la menace des araignées alors que pourtant on dit qu'elles ont détruit le monde quoi. Et pourtant on sent pas du tout la menace, ils peuvent se balader où ils veulent, n'importe où et on voit pas une seule patte d'araignée quoi. Et du coup c'est un peu gênant parce qu'il est censé y avoir des toiles d'araignées partout, elles ont détruit le monde et tout ça. On devrait les voir, on devrait avoir une angoisse qui plane au-dessus de nous. Et en fait le problème c'est, on en revient toujours à la même chose finalement, c'est un problème marketing aussi puisque on aurait dû avoir ce côté sombre, ce côté angoissant de l'araignée parce que ça a été vendu comme ça. Ce n'est pas du grimdark parce que on n'a aucune caractéristique grimdark en fait, on a des personnages oui qui sont pas des bons personnages,
Sullivan en particulier, ce sont un petit peu des anti-héros, mais qui veulent faire des choses héroïques, finalement. Et ça, finalement, c'est pas de la grimdark, en fait. La grimdark, c'est des personnages qui sont des enfoirés et qui font des choses d'enfoirés. Et c'est très peu graphique, finalement, ça va être graphique dans les descriptions, mais finalement de choses statiques, de choses sur l'univers qui va se passer, des toiles d'araignée, beaucoup, mais finalement, il va y avoir peu de côté graphique dans les combats, etc. Je sais que certains et certaines ont dit que les combats étaient assez sanglants, etc. Personnellement, j'ai pas trouvé, mais j'ai aussi peut-être l'habitude de plus de trucs visuels. Donc c'est peut-être moi. Mais vraiment j'ai été très déçue par cette promesse qui était annoncée de l'univers. Et je pense que finalement c'est ce qui m'a le plus déçue, parce qu'un bon univers, une bonne ambiance que je n'ai pas eu, ça aurait pu suffire à faire continuer à apprécier beaucoup plus ce livre. Et je pense que là, contrairement à d'autres livres de l'autrice, notamment Le Roi Fauve, on n'a vraiment pas cette ambiance qu'Aurélie Weinstein sait pourtant faire, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Et enfin, on va parler d'un sujet qui me rend très triste, qui me fait beaucoup de mal à en discuter parce que ça a cassé un peu beaucoup de mes attentes, on va dire, et c'est l'écriture. Le tome 1 se lit comme tous les livres d'Aurélie Weinstein, ça se lit très bien, ça s'enchaîne, et puis vient le tome 2. Je tiens à préciser quelque chose. Si vous suivez mon compte Instagram, vous vous doutez que j'écris. J'ai écrit plusieurs romans aboutis. J'écris depuis que j'ai 15 ans et je fais de la bêta lecture depuis que j'ai 15 ans également à peu près. Ça fait une dizaine d'années. J'ai un peu de bouteille dans le sujet quoi. Et j'étais, au moment où j'ai lu le tome 2, en train de relire et de corriger un de mes romans. Donc forcément j'avais une vision un peu de la lecture en français du moins, plus critique et plus analytique on va dire. Et je suis allée dans le tome 2 et très vite en fait j'ai été très choquée par l'écriture. Pas parce que c'était mal écrit, mais parce que on voyait un manque de correction et de correction éditoriale. Les phrases étaient lourdes, les phrases étaient mal structurées. Il y avait énormément d'adverbes, on en avait 10 à 15 par page à peu près. Peut-être pas tout le temps, mais c'est arrivé qu'il y ait... Je les comptais à la fin, donc c'est arrivé à un moment que j'arrive à 14 adverbes dans une page. Sachant que une des règles de base de la correction, c'est de supprimer le maximum d'adverbes. Et ça c'est une règle qui est bien connue par les auteuristes et par les éditeuristes, donc globalement on le fait, pareil pour les participes présents, toutes les choses qui alourdissent en fait les phrases. Et j'avais en fait cette sensation de lire un deuxième jet en fait, un livre qui avait été corrigé sur le plan du fond, même si le fond m'intéressait pas du tout et ne me happait pas, oui c'était plutôt cohérent et c'était plutôt pas mal ficelé pour le deuxième tome. Mais en fait j'ai l'impression qu'ils ont juste pas eu le temps ou l'envie ou je ne sais quoi de faire une correction éditoriale. Et d'avoir ça qui est publié par une maison d'édition comme Scrinéo, ça m'a un peu dérangée en fait, et par une autrice comme Aurélie Weinstein. Ça m'a un peu dérangée parce que j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas eu de correction éditoriale. Donc ça m'a un peu dérangée. Et c'était pas une ou deux phrases quoi, c'était vraiment à chaque page il y en avait, donc ça pose quand même question. Ce n'est pas uniquement parce que j'étais en train de relire mon texte, parce que j'ai relu après des pages, j'ai relu une vingtaine de pages par-ci par-là de purement description, hein, pas des dialogues, purement de narration. Le tome 1 n'a pas ça. Les autres livres d'Aurélie Weinstein n'ont pas ça non plus. Donc se posent plusieurs questions. C'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce que les deux tomes, je vous l'ai dit, sont parus à quelques mois d'intervalle, 3 ou 4 mois d'intervalle. Ils ont voulu les sortir aussi vite, parce que, et ça c'est Aurélie Weinstein qui disait que c'était mieux de les enchaîner. Je pense que c'est finalement un tome unique, en 2 parties, qui n'avait pas forcément l'idée à la base d'être une duologie, qui explique pourquoi on a dû les sortir aussi rapidement. Avec du coup un deuxième tome qui n'était peut-être pas abouti, pas aussi bien relu, je ne sais pas qui était dans le jus ou qui n'avait pas le temps. J'espère que c'est ça, parce que sinon c'est juste qu'ils avaient pas envie et qu'ils avaient la flemme, et j'ai pas trop envie de croire ça, je pense que c'est plus qu'ils n'avaient pas le temps. En tout cas c'est mon avis personnel, peut-être que d'autres n'auront pas le même avis, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une nette différence entre le tome 1 et le tome 2, et entre le tome 2 et les autres textes d'Aurélie Weinstein, sur la façon dont c'est écrit. D'autres qui ont peut-être moins l'habitude de l'écriture, de la bêta-lecture et de la correction, etc., ont peut-être pas remarqué. Je sais que Lucie et Pénélope ça les a pas dérangés, donc ça ne doit pas déranger la personne qui n'a pas cette habitude là. Mais moi j'ai pas réussi à passer ça. Dès que j'ouvrais le livre en fait, je me forçais à pas le faire mais je finissais par compter les adverbes. Et vous pourrez avoir leurs avis qui sont plus positifs. Voilà en gros ce que j'avais à en dire. Je n'ai pas aimé, je lui mets de façon globale la note de 1 sur 5. Le premier tome avait eu 2 sur 5 sur Goodreads de ma part. Mais vraiment l'écriture ça c'est pas possible.
Et enfin, la pire lecture de ce mois-ci, non ce n'était pas ça, ce n'était pas la pire lecture, non 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 non. Ah, il fallait pire, je vous ai dit, c'était un mois laborieux. Il fallait bien pire, et j'ai lu A Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer L. Armentrout, le tome 2 de la saga Blood and Ash, qui a été traduite chez De Saxius. J'avais beaucoup aimé le tome 1, à la surprise de Pénélope notamment, mais j'avais beaucoup apprécié le tome 1 parce que je le trouvais intéressant en plus d'être une romantaisie. C'est pas que les romantaisies ne sont pas intéressantes, non, c'est en plus d'avoir ces côtés romance, angst, sexe, etc. J'avais trouvé que le tome 1 était vraiment intéressant. Et après on arrive sur le tome 2, je me suis arrêtée aux 3 quarts. Mais c'est un tome filler, c'est un tome de sexe en fait. C'est un tome où il n'y a que des scènes de fesses et rien d'autre. En fait, ils vont se déplacer d'endroit en endroit, vouloir se tabasser à tout bout de champ et coucher ensemble. Voilà, c'est tout. Il ne se passe que ça. J'ai même pas envie d'en parler en fait, parce que y a rien à dire sur ce livre en fait. Y a rien à dire, il ne se passe rien. On suit après le plot twist du premier tome, et après tout ce qu'ils ont annoncé dans le premier tome, on les suit alors que Poppy a toutes les envies de buter tous les gens avec qui elle est, et notamment le monsieur, hein, on va l'appeler comme ça parce que c'est plus simple pour ceux qui n'ont pas tout lu. Elle a qu'une envie, c'est de le buter jusqu'à ce qu'il passe une main sur elle, et là madame est au bout de sa vie, sa culotte est trempée. Et là, tous ces idéaux, toutes ces idées, quoi que ce soit, plus rien ne compte parce que elle a envie de se le taper. Voilà, c'est que ça. Tout le livre, en tout cas de ce que j'ai vu sur Goodreads, ça va pas mieux à la fin et ça va pas mieux dans le tome 3, mais tout le livre ce n'est que ça. Il ne se passe rien. L'univers est développé à coup d'infodump parce qu'il faut quand même bien que ce soit un minimum intéressant et qu'on continue un peu dans la lignée du truc, mais bon, quand ça fait 4 fois moins de pages que les scènes de fesses, c'est un peu compliqué. Forcément, il faut tout densifier, donc on fait de l'infodump de partout. Les personnages n'ont aucune évolution, enfin si on veut baiser, c'est ça l'évolution, c'est de vouloir baiser. Mais vraiment, j'ai été outrée par ce livre, il ne se passe rien. Si vous voulez un livre de fesses, c'est parfait, hein, mais lisez une fanfiction sur AO3, ça marche aussi bien, hein, et c'est mieux écrit souvent. Donc vraiment, j'ai été outrée par ce livre, parce que le tome 1 avait des choses intéressantes, et en fait, toutes les choses intéressantes, on n'en parle quasiment pas, sauf à coup d'infodump. Il y a des trucs avec des combats de temps en temps, mais genre, qui servent juste de prétexte pour dire que on va sauver la meuf, que monsieur va sauver Poppy, et que du coup elle va avoir envie de se le taper, après être saoulée parce que oh il l'a sauvé donc c'est pas bien, donc j'ai oh mais tiens mais par contre il a mis sa main sur moi donc j'ai envie de baiser. Voilà, c'est au bout d'un moment il y en a un peu marre quoi. C'est un poil agaçant, un poil. Mais vraiment, en fait, au début, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé que ça allait bien dans la continuité du tome 1, et en fait, plus on avançait, plus j'étais en mode, mais ça fait vraiment 300 pages que je suis dans ce truc, il ne s'est rien passé, quoi. Ils sont assis, ils ont bougé, ils ont fait 20 km, et ils sont dans un autre village maintenant. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé, ça fait 300 pages, on est là. Et en fait, encore, il y aurait des trucs intérieurs des personnages, je dis pas, mais là, pas du tout. C'est juste qu'ils veulent baiser, quoi. Voilà, donc j'ai rien à en dire de plus, c'est pas très bien écrit, comme le tome 1, on va pas forcément là-dedans en pensant que c'est bien écrit. Ah, l'anglais est très facile, hein, ça y a pas de souci. Mais vraiment, je suis outrée par ce livre. Je suis outrée par le vide intersidéral de l'histoire, du world building, sauf les infodumps, et de l'évolution des personnages. En fait, Poppy, elle devient caractérisée par le fait qu'elle pose des questions, et le fait qu'elle veuille poignarder tout le monde, et qu'elle ait envie de baiser avec monsieur. C'est tout. Voilà, c'est les 3 caractéristiques, hein. Vous avez lu le livre, hein. Je vous ai dit ça, vous avez lu tout le livre. Hein. Franchement, j'aimerais bien rager plus sur ce bouquin, mais en fait, il n'y a rien de plus à dire, quoi. Donc je pense que j'ai vraiment tout dit. J'ai vraiment décrit tout le bouquin. Attention, alerte spoiler. Je m'arrête dans cette saga. Ça paraît évident, je pense. J'ai cru voir que les tomes suivants étaient un peu dans la même veine, donc ça me donne clairement pas envie de continuer. Mais voilà, je lui ai mis la note de 1 sur 5, on va dire. Allez, c'était sympathique au début, mais 1 sur 5, c'est très bien. Voilà, tout ça, les 3 livres là, dont je vous ai parlé, c'était en une semaine que je les ai lus. Enfin, que j'ai tenté de les lire et que j'ai abandonné. Donc j'étais un petit peu mal.
j'étais pas très bien à ce moment-là. Je me suis dit merde, est-ce que je vais aller dans une panne de lecture et tout. Heureusement, j'ai lu des mangas qui étaient très très bien et j'ai lu notamment le coup de cœur juste après. Mais pour ça, pour savoir, vous devrez attendre la prochaine vidéo pour savoir quel était mon coup de cœur et ce que j'en ai pensé. La prochaine vidéo qui sera beaucoup plus positive, vous verrez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je m'excuse pour toutes les personnes qui ont adoré les livres que je viens de descendre. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi si vous êtes d'accord. Abonnez-vous si vous voulez me voir pour une fois ne pas rager sur la prochaine vidéo. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.